Aujourd'hui, on se penche sur une question passionnante, les styles politiques si particuliers de l'Amérique latine. C'est un sujet qui, on va le voir, nous éclaire énormément sur l'histoire et l'actualité d'un continent qui n'arrête jamais de bouger. Péronisme, gétulisme, chavisme. Ces noms, on les entend tout le temps quand on s'intéresse à la politique de la région. Et ils ont un point commun, un point vraiment évident. Chacun est lié au nom d'un homme, d'un leader. Alors, ça pose une question fascinante, la question au cœur de notre analyse aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que la politique en Amérique latine est si souvent personnifiée? Pourquoi porte-t-elle le nom d'un individu? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Tout part de là, le pouvoir des individus. On parle d'un style de politique où, concrètement, la personne, le leader, est plus important que les institutions, plus important que les règles du jeu. Et attention, ça ne date pas d'hier, loin de là. Cette tendance a des racines très profondes, qui remontent à la figure du caudillo. Le caudillo, c'était cet homme fort, souvent un chef militaire, qui est émergé après les guerres d'indépendance. Et cette tradition, elle perdure. Elle s'est transformée, bien sûr, mais on la retrouve aujourd'hui chez ces leaders très charismatiques qui finissent par incarner tout le pouvoir. Alors pour bien comprendre, faisons un saut au XXe siècle. C'est une période clé vraiment marquée par deux facettes extrêmes de ce pouvoir personnel. D'un côté, les populistes et de l'autre, les dictateurs. Commençons par le populisme. C'est un mot qu'on entend partout, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Le sociologue Alain Touraine a donné une définition qui fait pas mal référence. En 1988, il décrivait ça comme une tentative de contrôle anti-élitiste du changement social. Pour le dire plus simplement, c'est quand un leader se présente comme le seul vrai porte-parole du peuple contre des élites jugées corrompues. Et ce populisme qu'on appelle classique, celui des années 40, il a des visages, des noms très connus. Forcément, on pense à Juan Domingo Perón en Argentine, à Getúlio Vargas au Brésil, ou bien Lázaro Cárdenas au Mexique. Ce sont des figures qui ont profondément marqué leur pays. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point ce concept est flexible. Regardez, les populistes des années 40, eux, misaient tout sur le nationalisme économique. Et puis, avance rapide jusqu'aux années 90. Là, on voit arriver des néopopulistes qui font exactement l'inverse. Ils appliquent des programmes néolibéraux radicaux, souvent ceux du FMI. Ça montre bien que le style peut rester, même si l'idéologie économique change du tout au tout. Bon, on a parlé du populisme, mais ce pouvoir personnel, il a aussi une face beaucoup plus sombre. C'est l'autre extrême, les dictatures militaires. Des régimes qui ont littéralement ensanglanté le continent, surtout pendant la période de la guerre froide. Et là, le bilan humain est juste effroyable. Les chiffres sur ce tableau parlent d'eux-mêmes et donnent une idée de l'horreur. En Argentine, les estimations montent jusqu'à 30 000 victimes. Au Chili, on parle de plus de 3200 morts ou disparus. Et au Guatemala, le mot génocide a été utilisé pour décrire la violence contre les peuples autochtones. Ce sont des chiffres qui glacent le sang. Et le pire, c'est que cette terreur n'était pas isolée. Elle était coordonnée à l'échelle du continent. C'est le terrible Plan Condor, une véritable collaboration de la terreur entre les dictatures sud-américaines pour pourchasser et éliminer leurs opposants politiques où qu'ils soient, y compris en Europe ou aux États-Unis. Heureusement, cette période sombre a fini pour se terminer. Un tournant s'opère à la fin des années 70 et surtout dans les années 80. C'est une véritable vague démocratique qui va balayer presque tout le continent. Cette chronologie le montre très bien. On voit vraiment l'effet domino. Ça commence en Équateur en 79, puis le Pérou en 80, l'Argentine en 83. C'est une vraie contagion. Le mouvement va s'étendre, avec en point d'orgue un événement majeur, l'alternance au Mexique en l'an 2000, qui mettait fin à 70 ans de règne d'un seul parti. Mais attention, cette transition vers la démocratie ne s'est pas faite partout de la même manière. Il y a eu, en gros, deux grands modèles. D'un côté, des transitions qu'on appelle pactées, c'est-à-dire négociées. L'exemple typique, c'est le Chili. Les militaires organisent un référendum, ils le perdent et ils cèdent le pouvoir. Et de l'autre côté, des transitions beaucoup plus violentes. Le cas du Nicaragua est marquant. Une révolution armée fait tomber le dictateur, mais le pays bascule dans une guerre civile qui va durer 10 ans. Et ça, c'est un point vraiment essentiel à comprendre. Le retour à la démocratie, ce n'est pas un coup de baguette magique. Comme le dit cette citation, les premiers gouvernements démocratiques ont dû composer avec un héritage autoritaire extrêmement lourd, des armées qui restaient très influentes et des sociétés profondément traumatisées. Alors projetons-nous maintenant au XXIe siècle. Comment ces jeunes démocraties se sont-elles débrouillées face aux défis de notre époque? Eh bien, on va voir que la partie était loin, très loin d'être gagnée. Le début des années 2000, c'est le moment de ce qu'on a appelé la vague rose. Un peu partout sur le continent, des gouvernements de gauche arrivent au pouvoir. C'était souvent une réponse directe aux politiques néolibérales des années 90 qui avaient laissé beaucoup de monde sur le bord de la route. Et ces nouveaux leaders, ils ont su moderniser les vieilles recettes du pouvoir personnel. On les a appelés les téléprésidents.
Regardez un peu ce tableau, c'est hallucinant. Hugo Chavez au Venezuela, son émission Allo Presidente, c'était 5 heures par semaine. Et que dire d'Alvaro Uribe en Colombie, avec des sessions qui pouvaient durer 8 à 10 heures. C'est une stratégie de communication directe, permanente, pour s'adresser au peuple sans passer par le filtre des médias. Mais il faut être juste, tout n'est pas noir. Cette même période a aussi été un laboratoire d'innovation démocratique assez incroyable. On a vu se développer des outils comme les budgets participatifs, qui permettent aux habitants de décider comment est dépensé l'argent de leur ville, ou encore les référendums révocatoires, pour potentiellement démettre un élu en cours de mandat. Et tout ça, ça nous amène à aujourd'hui. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce cycle infernal du pouvoir personnel et de l'instabilité a vraiment été cassé ? Parce que quand on regarde, la corruption et une sorte de désillusion générale sont encore des problèmes massifs. Les signaux d'alarme, ils sont malheureusement nombreux. On a des destitutions de présidents dans des conditions parfois discutables, des élections dont les résultats sont violemment contestés, des scandales de corruption qui atteignent des sommets, comme l'affaire Petrobras au Brésil, et puis il y a les cas les plus graves, des pays comme le Venezuela ou le Nicaragua qui ont clairement basculé dans des dérives autoritaires. Toute cette fragilité, évidemment, ça a un impact direct sur la population. Et cet impact, on peut le mesurer avec un chiffre, un seul chiffre, mais qui en dit long, 27%. Alors, 27%, c'est quoi ? C'est la part des latino-américains qui disent que, finalement, un régime démocratique ou un régime non démocratique, ça ne fait pas de différence pour eux. C'est énorme. C'est le symptôme d'une lassitude, d'une immense désillusion face à une instabilité, une corruption qui semble ne jamais s'arrêter. On termine donc sur cette interrogation qui est plus ouverte que jamais, après ce long parcours, à travers l'histoire du pouvoir personnel, du populisme, des dictatures, puis de cette vague démocratique pleine de promesses, mais aussi de difficultés. On en revient à la question de départ. La démocratie peut-elle vraiment, une bonne fois pour toutes, briser ce cycle en Amérique latine ? La question reste entière et c'est l'histoire qui continue de s'écrire.